quoi je tenais et je me suis dit que c'était un vrai problème. Donc, on va laisser M. Rocard et Mme Nelson nous entretenir de cette question grave avec toute la sagacité qu'ils ont l'un et l'autre. Merci aussi aux bénévoles qui ont beaucoup travaillé et œuvré pour arriver à ces journées exceptionnelles. Je le dis encore, et c'est vrai que c'est important qu'on puisse avoir des journées de cette qualité sur le plateau. C'est un lieu particulier, vous en connaissez l'histoire, et c'est bien que cette histoire se perpétue d'une manière différente, mais que l'esprit continue à être présent sur notre très beau territoire. Merci à tous. Mesdames, Messieurs, bonjour. Cher Chantal, bonjour. Nous apprenons donc que le bouchon, il est bouché. C'est une joie de se retrouver pour ces très belles réunions de la vraie rencontre. Et j'y reviens avec un peu d'émotion, puisque par Payot, moi-même, n'ayant pas connu le Chambon, j'ai entendu parler du Chambon toute ma vie, il est dans toutes mes références familiales, mais je vous ai déjà raconté ça l'an dernier, je n'y reviendrai pas. En tout cas, c'est une des raisons pour lesquelles moi je reviens, bien entendu. Je reviens dans un peu de tracas ou de difficultés, parce que si, quand des gens que je ne connaissais point, que je n'avais jamais vus, qui œuvrent dans un univers qui n'est pas le mien, où on ne se rencontre pas professionnellement, m'avaient demandé de venir m'expliquer sur le juste milieu, j'avais rugi de joie, j'avais bondi, et je m'étais expliqué avec une thématique politique de la compromission, de l'absence du choix, enfin de l'horreur, quoi. Aristote vous avait donné un coup de main, vous vous souvenez, et j'avais réussi, je crois, à mettre de la logique dans une pensée, dans une argumentation. Vous m'avez fait l'amitié de me dire que ça vous laissait un bon souvenir. Mon tracas sur le sujet « À quoi tenons-nous » c'est que j'y suis pas arrivé. J'ai passé 15 jours à me demander comment j'aborderais ce foutu sujet. J'ai assisté, en souriant beaucoup, à un déjeuner de travail où le thème de l'Europe n'était pas encore vraiment intervenu. C'est pendant le déjeuner qu'on a dit faudrait quand même fixer un peu qu'est-ce que ça veut dire, grand Dieu. Pascal vient d'évoquer ce sujet. En effet, à quoi tenons-nous? Ça va d'ailleurs dans deux sens. À quoi tenons-nous et qu'est-ce qui nous fait tenir debout? C'est au cours de ce déjeuner que, par une bizarrerie, l'Europe est venue se proposer comme champ d'inventaire d'un questionnement partiel, mais déjà plus constitué. Mais du coup, on a changé la formulation, c'est devenu à quoi tient l'Europe. Et je ne suis pas sûr qu'on ait fait pendant le déjeuner attention au fait qu'on faisait un mauvais jeu de mots, et que ça pouvait dire que la question avait deux sens à la fois. La première, c'est à quoi tient cette construction bizarre, qui va pas bien en plus, donc comment a-t-elle été faite. Et l'autre est un synonyme, l'Europe c'est quand même le rassemblement de ses populations, à quoi tiennent les Européens, et ça nous renvoie à un univers presque différent. Je n'ai pas beaucoup trouvé de moyens dans tout ça. Sinon, une grande inquiétude, puisque ce que j'ai pas osé dire avec autant de culot que je vais le dire maintenant, si je le dis maintenant, ça va être par loyauté. Pendant le déjeuner, c'était la politesse, et chacun sait que la politesse est une amputation de la véracité qui complique beaucoup le travail diplomatique, vous savez ça. Heureusement, M. Laurent Wauquiez vient de quitter la zone de la diplomatie pour faire un métier peut-être un peu plus exact et un peu plus risqué. Enfin bref, pour moi, l'Europe est morte, ce qui donnait peu de pertinence à s'interroger sur à quoi elle tenait, puisque c'était du rétrospectif. Alors, mais apparemment, l'Europe tient toujours beaucoup à ou plutôt nos fantasmes tiennent toujours beaucoup à l'Europe. La France est le pays où on a le plus de mal à enterrer un rêve. Je n'ai mis que 50 ans d'ailleurs, je me reconnais comme un esprit un peu lent. Mais enfin, je vais entrer dans mon sujet avec trois remarques disparates qui sont, parce que de manière arrogante, tout à fait autobiographique, pour vous dire comment j'entre dans la question, puis après on essaiera de divaguer en voyant ce qui tient et ce qui ne tient pas. Mes trois réflexions personnelles, la première, c'est un complément de présentation personnelle, j'adore voyager.
En plus, j'ai eu beaucoup de chance, une chance assez inouïe, il faut bien dire. J'ai travaillé cette chance, j'en ai rajouté. J'ai dû visiter 122 nations membres de l'ONU, plus une quarantaine de lieux dont la souveraineté n'est pas établie. Bref, je suis allé partout, aucun continent ne m'a établi. Ma vérité personnelle, c'est qu'après des lieux d'incongruité, même Buenos Aires où j'étais 15 jours, le Grand Nord canadien où je pars dans 3 semaines, c'est quand je rentre en Europe que je me sens chez moi. Un constat. Chez moi, c'est l'Europe et c'est là que je me sens bien. Mais j'ai découvert tragiquement, et c'est le début de la difficulté du problème, que je ne sais pas vous dire pourquoi. Est-ce que c'est une réconciliation avec une ambiance intellectuelle? Est-ce que c'est simplement la somme de mes habitudes, les habitudes des autres étant plus troublantes, un tri mal commode à faire? Si ce ne sont que des habitudes, en quoi est-ce légitime? En quoi est-ce que ça mérite d'être pérennisé? Je n'en sais rien. C'était ma première remarque. Ma seconde remarque touche les convictions. Moi, je suis né en 1930, une année banale dans l'histoire, et là, comme résultat, que j'ai pas fait la résistance, j'étais quand même un peu jouvenceau, mais qu'en 1945, j'avais 15 ans, et que les boïscoutes, même unionistes, même protestants, furent réquisitionnés pour faire l'accueil des déportés retour des camps. Et comme la découverte de gens aux limites de la survie était non seulement inhabituelle, mais médicalement mal préparée, on n'a pas pu faire sur place, on les a mis sans les raser, sans les épouiller, sans les laver, et sans les ramener à un régime de nourriture. Il faut pour normal, il faut pour ça des mois, médicalement assistés. Et puis vêtus de leur costume dans des autocars pour qu'ils arrivent à Paris. Dans la brigade d'accueil qui les conduisait au Lutetia, l'ancienne caserne de la Gestapo, devenue l'auteur des bars et des complots politiques. Je me suis fait ce jour-là le serment d'être un militant européen. Rendre la guerre impossible, en terminer avec ses horreurs, c'est pas seulement faire confiance à l'humanité pour qu'il n'y ait plus de guerre à la suite, la confiance à l'humanité, j'avais déjà appris, notamment pendant mon instruction religieuse, mais aussi en histoire, que c'était un rêve un peu vain, et que la confiance en l'humanité, elle a besoin d'être étayée sur des structures, des rigidités. Et donc je deviens militant européen en 1945. Ça ne m'a pas quitté pendant plus d'un demi-siècle. Et il a fallu la fin de la décennie 90 pour que, actif, j'étais dans mes 10e à 15e années de mandat de militant européen, j'avais eu l'honneur et la chance de conduire mon pays au moment du traité de Maastricht et de la suite. Cette mobilisation européenne est le chantier principal de mon existence.